Evening News. Crise au sein du M5 RFP, des voix s'élèvent contre la présidence du Premier ministre au sein du comité stratégique. Les grandes recommandations de la 22e édition du Forum de Bamako, vous aurez les détails dans un instant. Climat, le Gabon combat pour préserver sa faune. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme évoqué dans les titres, des organisations membres du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, M5 RFP, ont animé une conférence de presse ce samedi 28 mai 2022 à la Maison de la Presse. Selon les organisateurs, cette conférence de presse avait pour objectif de dénoncer des dysfonctionnements au sein du mouvement. El Hadj Malik Guité pour le compte-rendu. Le M5 RFP fait face à une dissension. Certaines organisations membres du mouvement dénoncent un dysfonctionnement au sein du comité stratégique dont la présidence est gérée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Mega. Selon certains membres du M5 RFP, ces derniers auraient remis en cause plusieurs décisions du comité stratégique, dont notamment la contribution de toutes les entités pour financer les activités du mouvement, la restructuration du M5 RFP, mais surtout la question du siège qui est le principal blocage. Bon, le dysfonctionnement, nous l'avons dit, comment dirais-je, le premier point, c'est d'abord la question du siège qui était déjà tranchée. Et la question du siège qui était tranchée, le principe des sièges tournants était un acquis. Mais nous, on ne peut pas accepter que c'est le président du comité stratégique, aujourd'hui nommé Premier ministre, qui va décider de prendre en charge le siège. Le Maroc, nous sommes une organisation M5 RFP composée de plusieurs entités et nous avons demandé à ce que les entités cotisent. Et le principe était déjà acquis. Mais c'est après que lui-même il a décidé, pour avoir un comité stratégique à sa solde, il a décidé clairement de prendre en otage le comité stratégique du M5 RFP. Des décisions que certains membres du M5 RFP ne comprennent pas et demandent la démission du Premier ministre de la présidence du comité stratégique du mouvement. Nous avons compris qu'aujourd'hui, c'est une manière de prendre le comité stratégique en otage. Et c'est pour cela que nous avons demandé vraiment qu'il y ait une révision, au moins au sein du comité stratégique. Et c'est cela qui pose problème. Il y a certains jeunes du comité stratégique qui ont demandé que le président du comité stratégique cède sa place, parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Mais qu'à cela ne tienne, ils soutiennent toujours la transition, mais fustigent tout de même le bilan du Premier ministre à la primature. Nous sommes toujours sur la dynamique du soutien à la transition. Ça, c'est indéniable. Et je profite de votre micro pour féliciter nos forces armées de sécurité par rapport à l'avancée sur le terrain. D'ailleurs, c'est le seul point positif aujourd'hui. Quand on regarde la gouvernance après une année, pour nous, c'est le seul point positif. Vous avez vu que notre président est passé au CNT. Nous-mêmes, on avait en quelque sorte honte. Il a été noté par un membre du CNT 3 sur 10. Nous-mêmes, sincèrement, nous avons dit aujourd'hui, l'histoire nous donne raison par rapport à tout ce que nous avons mené comme combat à l'intérieur du comité stratégique. Toutefois, les conférenciers du jour rassurent que ce n'est pas une lutte contre la personne du Premier ministre Dr Shogel Kokala Mega, mais pour sauvegarder les idéaux du mouvement. Dans les jours à venir, ils comptent rassembler d'autres mouvements hostiles à la gestion du Premier ministre afin d'avoir gain de cause. Après 3 jours de discussions intenses et de panels de haut niveau, la 22e édition du Forum de Bamako s'est clôturée ce samedi 28 mai 2022. C'était l'occasion pour les participants de faire des recommandations autour du thème Femmes, paix, sécurité et développement durable en Afrique. Cette rencontre a été marquée par la présence de hautes personnalités et des citoyens du Mali et de l'Afrique. Le compte-rendu avec Mamadou Bilali Koulibaly et Tcheman Tangara. Femmes, paix, sécurité et développement auront été longtemps discutés durant les 3 jours de cette 22e édition du Forum de Bamako. Un forum au cours duquel les femmes du Mali et de l'Afrique ont été conviées pour apporter leur aide précieuse à la recherche des solutions endogènes pour la sécurité et le développement sur le continent. Et durant ces 3 jours de travaux, les femmes d'Afrique et du Mali, et particulièrement des régions du Mali, sont venus apporter leurs solutions pour trouver une paix durable dans notre pays et dans notre sous-région. Elles avaient, en plus des solutions, des cris de cœur pour améliorer leurs conditions de vie. J'ai demandé vraiment qu'elles fassent un cri de cœur
ou bien leur attention sur l'éducation au nord du Mali. Nous n'avons pas d'école au nord du Mali et c'est une triste réalité qui fait très mal et qui nous met en retard. Alors, mes recommandations aux autorités maliennes, c'est surtout d'impliquer plus les femmes et en politique et dans les discussions pour l'avenir du pays, parce qu'on a beaucoup de femmes leaders au Mali qui font beaucoup de choses, mais il faut les impliquer plus sur les décisions, dans les prises de décision pour le pays. L'équipe d'Abdallah Koulibaly, président de la fondation du Forum de Bamako, compte apporter les recommandations formulées aux autorités de la transition. Nous avons un devoir d'apporter, en tout cas d'apporter des solutions et des recommandations aux autorités de nos États. Et je crois que les recommandations qui vont être formulées seront remises aux autorités maliennes ainsi qu'aux autorités de la sous-région pour voir ce que ces autorités peuvent prendre et concrétiser. Un forum qui était aussi le lieu pour certaines autorités de la sous-région d'apporter leur soutien panafricain au Mali. J'ai été vraiment émerveillée par la qualité de la mobilisation, le thème évoquant, le thème parlant, femmes, paix, sécurité et développement. On ne pouvait pas rester loin de ce forum. Nous ont dit que la Guinée et le Mali, c'est deux poumons dans un même corps. Nous sommes là pour soutenir la transition du Mali parce que Dieu a fait que nous soyons dans la même situation de transition. Les femmes sont peut-être tout, sauf des rentières du chaos. Là où il y a le chaos, vous ne trouverez pas les femmes. Et quand elles s'y présentent, c'est pour apporter des solutions. Les femmes espèrent apporter leur pierre à l'édifice pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement en Afrique, et particulièrement au Mali, durement touché par une crise multidimensionnelle depuis plusieurs années. Elles étaient plusieurs femmes et jeunes filles à prendre part au Salon national de l'hygiène féminine. Moussouka Kalolada placé sous le thème la gestion menstruelle, un défi en milieu scolaire. Objectif à venir en aide aux filles qui sont confrontées à des problèmes pendant cette période. Surnommée « Je suis indisposée » ou « J'ai la visite de l'armée rouge », nombreuses sont les filles qui préfèrent l'appeler ainsi juste pour désigner les règles. Pour certaines filles, avoir les règles signifie être cachée dans des étables ou bannie chez elles. Étant considéré comme un sujet tabou, c'est dans cette optique que le mouvement Mali Propre s'est engagé à travers ce salon. L'aventure a commencé l'année dernière. Nous avons fait un constat parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un sujet tabou et qu'il reste encore un sujet tabou. Parce que voilà, on a même fait une remarque, quand on essaie d'en parler, les hommes ont du mal à parler de ce sujet-là parce que le Mali, c'est pas du tout facile. Mais nous nous sommes dit, c'est un combat, c'est pour les femmes et nous devons nous battre. Et pour cela, parce que c'est un phénomène naturel, nous devons montrer aux hommes, aux femmes, aux jeunes filles, voilà, que c'est un phénomène naturel et on doit accompagner la femme. Et surtout, nous, comme nous sommes dans l'environnement, nous essayons de faire la promotion des serviettes écologiques. Voilà pourquoi nous avons initié ce salon. L'absence de certains départements du gouvernement, comme la santé, l'environnement, a surpris l'ancien Premier ministre Moussa Mara. La société, c'est la question des menstrues et surtout de leurs conséquences sur nos jeunes sœurs, sur nos nièces, sur nos mères aussi. Et je pense que c'est tout à l'honneur de Fatmata et de son organisation, le mouvement Mali Propre, d'initier ce salon national de l'hygiène féminine. Il faut simplement déplorer, je l'ai dit, que les institutions en charge de cette question, aussi bien de l'hygiène corporelle, la santé et l'hygiène corporelle, que les femmes, que ces institutions ne soient pas présentes. J'espère que ce sera le cas dans les prochaines éditions. En tout cas, nous allons nous employer pour que ce soit le cas. Parce que c'est une cause nationale qui mérite d'être défendue. Jean Bosco Dombélé de l'hôtel Onomo abonde dans le même sens. Je suis extrêmement déçu. Pourquoi? Parce que ça ne vaut pas 1000 personnes. On parle de salon national et la femme, c'est le Mali. D'ailleurs, le Mali est reconnu universellement comme pays de Djatigui. Et ce Djatigui-là, c'est la femme. Et c'est dommage que ce soit un salon national et qu'on se retrouve dans une petite salle. C'est une personne spéciale qui a organisé ce salon. Donc ce n'est même pas le ministère de la femme, de l'enfant et de la famille, encore moins de la santé. Or, c'est de ces personnes dont il s'agit. Donc, je félicite spécialement Mademoiselle Koïta et son équipe, donc les organisatrices de ce salon. Au cours de cette activité, des cadeaux ont été offerts à quelques jeunes filles.
Je suis très contente, je remercie les organisateurs et je lance un appel à mes sœurs de ne pas rester à l'abri et de s'approcher des grandes personnes en cas de souci. La dite activité a été marquée par des prestations en slam et des panels. Rappelons que ce salon avait pour thème la gestion menstruelle, un défi en milieu scolaire qui est à sa 2e édition, un acte à pérenniser. Ce samedi 28 mai 2022 a en effet marqué la clôture des 2 jours d'atelier de la retraite stratégique du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali. Suivant le compte-rendu de cette activité qui a eu lieu à Ségou avec notre envoyé spécial Moussa Tembini. Dans le souci d'avoir une centrale syndicale responsable et efficace pour le bonheur des travailleurs et des entreprises, qu'a pris fin les 2 jours d'atelier de retraite stratégique organisés par le SINABEF. Le thème était sur le leadership et le dialogue social afin d'obtenir des syndicats qui vont asseoir le dialogue social au sein de leurs différentes entreprises. Les participants se disent satisfaits d'avoir pris part à ces 2 jours de formation. On est vraiment satisfaits. Aujourd'hui, avec telle formation où on partage des expériences avec des doyens de la lutte syndicale. Comme vous l'avez remarqué, à l'ouverture, c'était présidé par le président Katilé. Il y avait non moins d'autres membres du bureau exécutif de la centrale historique. On ne peut qu'apprendre. Et surtout, cette année, la particularité, surtout, c'est qu'on a mis l'accent sur le leadership. Le leadership et le dialogue social. Depuis 2018. Depuis qu'on a intégré le SINABEF en 2018, on a fait une formation et on a compris beaucoup de choses. Parce qu'au début, on ne savait pas où mettre les pieds au sein du syndicat. Et c'est à travers ça qu'on a su comment revendiquer nos droits et devoirs. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de ces 2 jours de formation selon le secrétaire général du SINABEF. Il y a eu une formation sur le leadership, il y a une formation sur les points clés du Code du travail sur beaucoup de ces aspects. Ça a été vraiment une formation bénéfique à l'endroit de tous les camarades qui ont participé. Cette formation de 2 jours sera très bénéfique pour les différents secrétaires généraux et surtout pour les nouveaux adhérents au dire du secrétaire général. Les différents secrétaires généraux qui ont rejoint la base, heureusement qu'ils ont rejoint au moment où on faisait la retraite. Donc ils ont eu la chance de bénéficier de cette retraite, de toutes ces formations. C'est là qu'il s'agit en réalité. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des adhésions, aller vers la formation des nouveaux rentrants, également leur inculquer l'esprit du SINABEF, leur apprendre nos conditions, les cotisations, etc. Et ça, aujourd'hui, cette retraite a permis à cela. Nos militants qui nous ont rejoints, je pense que la plupart aujourd'hui, c'est des gens qu'on a eu le temps d'organiser. Et tous ces comités sont aujourd'hui à un niveau d'organisation très très élevé. Notons que ces 2 jours ont permis aux différents membres du SINABEF d'échanger sur plusieurs thématiques afin de passer en revue toutes les difficultés pour redynamiser la centrale. Cela pour le bonheur de tous les militants qui font leur espoir sur eux. L'image du jour nous conduit à la découverte de Isola Bella. Isola Bella est une des îles Borromée sur le lac Majeur, située dans le golfe Borromée à 400 mètres environ au large de la ville de Stresa. Elle mesure 320 mètres de longueur sur 180 mètres de largeur. Isola Bella, dont le nom vient de celui de la comtesse Isabelle Borromée, Isabella Borromeo, est entièrement occupée par le palais Borromeo et ses jardins. L'un des principaux événements historiques qui se déroulèrent à Isola Bella, outre le passage de Napoléon, fut la rencontre entre Benito Mussolini, Pierre Laval et MacDonald du 11 au 14 avril 1935 lors de la conférence de Stresa, dont les discussions eurent lieu dans le palais Borromée. Isola Bella est aujourd'hui un centre touristique accessible par ferry à partir des villes environnantes. Le palais est le siège du festival de musique de Stresa. Suivons à présent l'actualité internationale avec Ibrahim Aguindo.
Au cœur de la forêt équatoriale gabonaise, des agents d'une brigade du ministère des Eaux et Forêts inspectent chaque recoin des véhicules à la recherche des gibiers ou des fusils que d'éventuels braconniers auraient cachés. Nous avons peut-être pu constater qu'il y a une forte activité de braconnage dans ces zones et donc il fallait bien qu'on soit présent sur le terrain pour pouvoir réguler ces activités-là. Il faut retenir que la chasse au Gabon n'est pas interdite, elle est réglementée. C'est nécessaire parce que nous avons beaucoup d'animaux dans la zone et puis nous avons des autochtones. C'est vrai que les gens essayent de vivre de ça, mais il y en a qui en font un peu plus. Je crois que c'est souvent bon et ce serait toujours bon comme ça. Cette inspection des agents des eaux et forêts n'est pas du goût de certains villageois qui n'hésitent pas à critiquer. Donc c'est les éléphants qui sont importants que nous. Donc nous là on va maintenant mourir. Comme ils viennent maintenant nous manger la nourriture au village, nous on n'a pas les moyens, nous on ne travaille pas. Je n'ai pas la retraite, mon mari n'a pas la retraite. Comme la plantation est finie comme ça là. Ceux-là ils ont vu mes petits-fils, je les ai envoyés hier à Okonja chez leur père, que je vais les regarder ici là, ils vont manger quoi? Je n'ai pas l'argent pour acheter le riz. La plantation est finie. Préservé. Mais moi, je vais à l'embrousse. Un gorille va m'affronter. J'ai mon fusil. Je vais le laisser. Un éléphant qui ravage ma plantation. Pensez-vous que j'ai ma balle dans mon canon? Je vais avoir pitié de cet éléphant? Cette brigade traque les braconniers de l'aube au crépuscule, au cœur de la forêt équatoriale qui couvre 88% du Gabon, pays d'Afrique centrale doté d'une biodiversité exceptionnelle. La cohabitation entre animaux et villageois demeure compliquée. En 2021, la brigade a saisi 26 armes, une quarantaine de gibiers et interpellé 8 personnes pour trafic d'ivoire. En Centrafrique, l'Assemblée nationale a adopté par acclamation vendredi dernier la loi abolissant la peine de mort. Nombreux sont les Centrafricains favorables à cette décision. Oui, la peine de mort, à ma connaissance, ça fait au moins 30 ans que ça n'a pas été appliqué. Donc je ne vois pas l'utilité dans la loi centrafricaine. Donc je crois que c'est une très bonne chose pour nous. C'est une loi qui ne fait pas bon dans le pays, surtout la peine de mort. Comme le président a décidé d'abolir, en tout cas, nous sommes très d'accord avec ça. Parce que prendre quelqu'un pour le prendre, pour le tuer, comme ça, en tout cas, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est une grande chose aussi que la RCA a rejoint cette colonne des pays qui ont accepté l'abolition totale de la peine de mort. Donc je suis ravi pour ce que l'Assemblée nationale de mon pays a fait le vendredi dernier. La Centrafrique rejoint les pays africains qui ont aboli la peine de mort ces dernières années sur le continent. Après le Tchad en 2020 et la Sierra Leone en 2021, la dernière exécution capitale dans le pays remonte à 1981, a affirmé Simplice Mathieu Sarandji, ancien Premier ministre. La loi doit être encore promulguée par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Bonne nouvelle, l'Assemblée nationale de Centrafrique vient de voter l'abolition de la peine de mort, a réagi dans un tweet l'ONG Amnesty International, qui promeut la défense des droits de l'homme. Par ailleurs, l'ONG invite le président à promulguer la dite loi. Les joueurs du Real Madrid célèbrent leur 14e titre de la Ligue des champions européenne avec des fans sur la place Cibeles dans la capitale espagnole, après leur victoire face à Liverpool 0-1 au Stade de France. C'est l'une des Ligues des champions les plus existantes que nous ayons vécues. Nous savons que lorsque nous atteignons une finale, nous devons toujours la gagner. Mais la route vers la finale de cette Ligue des champions a été spéciale en raison des remontées au score. C'était génial. Qu'est-ce que je peux dire? Nous ressentons tous la même chose. Ça a été incroyable. Je suis très fier de mon équipe parce que nous avons fait un grand travail. Karim Benzema a été fantastique, toute l'équipe. Vinicius aussi, et nous avons prouvé que nous sommes les champions d'Europe. En fait, nous sommes les rois d'Europe. Hala Madrid.
Des trentenaires lauréats de leur 5e Ligue des Champions, un entraîneur qui a coiffé sa 4e couronne européenne et une résilience à toute épreuve, fidèle à sa légende. Le Real Madrid a conquis sa 14e C1 samedi, mais devrait effectuer quelques ajustements pour durer. Éternel Real pour El Mundo, champion infini pour ABC, la presse espagnole s'est réveillée en plein rêve dimanche matin pour célébrer à sa juste valeur l'immense performance du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Grâce à son parcours parfait et à une improbable succession de miracles, le Real a empoché la somme de 119 881 millions d'euros, soit plus de 78 milliards de francs CFA. Un mot de sport dans ce journal. Dans le cadre de la 26e journée du championnat national Ligue 1, Orange a joué ce dimanche à 29 mai au stade Omnisport à Modibo Keïta. Le Djoliba AC s'est imposé devant son rival de tous les temps, le stade malien. Score final à 2-0. Le compte rendu avec Amadou Tolo. Oui, les Blancs de Bamako cueillis à froid par les Rouges. Dès le coup d'envoi, les deux équipes se jettent dans le grand bain pour la maîtrise du milieu. Les stadistes se signalent à la 6e minute par l'entremise d'Ali DC Sissoko qui voit son tir passer à côté des buts djolibistes. Réponse du berger à la bergère à la 12e minute. Les Rouges du Djoliba AC exécutent un coup franc qui ne donne rien. Du coup, les hommes de RMA Kono insistent sur une action bien menée. L'attaquant des Rouges du Djoliba, Boubacar Diarra Senior, obtient un penalty. C'était à la 15e minute et s'en charge lui-même pour transformer la sentence 1-0 en faveur du Djoliba AC. Dès lors, les deux équipes décident de revenir dans leur chemin classique. Physique pour le Djoliba et technique pour le stade malien qui essaie de revenir à la charge, mais les attaquants stadistes butent sur une défense djolibiste visiblement bien en place autour du portier Youssouf Koïta. Les tentatives stadistes sont vouées au néant, tant la défense djolibiste démontre sa coriacité. C'est dans ces conditions que le stade malien passe de très près à côté de l'égalisation par Ali DC Sissoko, mais qui ne peut ajuster sa reprise. 39e minute de jeu. La réaction du Djoliba AC ne se fait pas attendre. Sur un coup franc bien exécuté, à la 45e minute, le Djoliba corse l'addition par l'entremise de Boubacar Diarra 2-0. C'est sur ce score que le référé central renvoie les deux équipes aux oranges. Mi-temps. En seconde période, le Djoliba AC décide de céder le milieu de terrain volontairement au stade malien et évolue par contre. Dans cette stratégie, l'attaque djolibiste par l'entremise d'Amidou Sinayoko pose d'énormes problèmes à l'arrière-garde stadiste en s'imposant physiquement. Le stade malien se contente de contrer les velléités djolibistes histoire de limiter les dégâts. C'est donc sur ce score de 2-0 pour les pensionnaires de RMA Kono, le Djoliba AC, que le référé central siffle la fin des 90 minutes. Le Djoliba AC réconforte sa position de leader du championnat national Ligue 1 Orange Mali aux stadistes de se remettre en cause. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur le sport que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Djoliba TV News.